Jupiter, en colère du comportement conquérant des Atlantes, convoqua les dieux et leur fit part de certaines paroles dont nous ne connaissons pas le contenu puisque Platon a arrêté son écriture à ce moment-là. Mais le Timée, lui, dévoile que l'île de l'Atlantide avait été subitement submergée par des inondations et avait subi des tremblements de terre, l'entraînant à sa perte dans une disparition éternelle. Existe-t-il un lien entre les intentions de Jupiter et le cataclysme apocalyptique survenu sur l'Atlantide ? La chute de l'Atlantide a donné lieu à de nombreuses interprétations et récits de la part d'auteurs et scientifiques. Parmi eux, le mythe de l'Atlantide a profondément inspiré Edgar Cayce. Surnommé le prophète dormant, Edgar Cayce est l'un des plus grands médiums et guérisseurs. Originaire des États-Unis, il est profondément religieux et doté depuis son enfance de dons psychiques. En effet, Cayce se livrait sous hypnose à des lectures à travers lesquelles il diagnostiquait le mal de personnes qu'il n'avait jamais vues et leur proposait un traitement. Allez, viens. C'est au cours de ces lectures qu'il se mit à décrire l'Atlantide avec Un petit bébé. beaucoup de Allez, détails, viens. puisqu'il affirmait avoir été lui-même Atlante. Petite cocotte. Il décrivait ainsi le continent et évoquait sa vie antérieure. Sa version ne coïncide pas avec celle de Platon. En effet, Cayce décrit un immense continent qui s'étire de l'Europe au golfe du Mexique. Il prédit que l'on trouverait les vestiges d'un temps précédent dans les Bahamas. La particularité de Cayce est qu'il insista fortement sur la supériorité du peuple atlante, notamment grâce aux cristaux de feu. D'après le prophète, il aurait en effet eu accès à une technologie de pointe avec des lasers, des navires volants, l'existence de transmissions électroniques et surtout une machine antigravité. C'est en employant mal leur technologie scientifique que les Atlantes auraient mené l'Atlantide à sa perte. En tant que prêtre atlante, dans une de ses vies antérieures, Cayce affirmait avoir assisté à l'engloutissement du continent. Selon le prophète, l'Atlantide aurait subi 3 catastrophes dites nucléaires dues à la mauvaise utilisation de l'énergie dont disposaient les Atlantes. La première catastrophe aurait eu lieu en 50 000 avant Jésus-Christ. Les Atlantes, voulant se protéger d'énormes animaux venus infester la Terre, auraient utilisé des produits et causé une énorme explosion. Le deuxième événement mit en cause un cristal très puissant qui concentrait l'énergie solaire et provoqua encore une fois une explosion. L'Atlantide commença alors à subir un engloutissement progressif qui s'acheva avec une troisième déflagration atomique aux environs des 10 000 ans avant Jésus-Christ. L'usage incontrôlé de mystérieuses énergies cosmiques aurait provoqué des bouleversements de la Terre et l'engloutissement de l'Atlantide au fond de l'océan. Avant de pouvoir affirmer les raisons précises en cause de la chute de l'Atlantide, il est primordial de tenir compte de sa localisation. Ce qui n'est encore pas une donnée acquise, même si des hypothèses concrètes ont déjà été émises. Cependant, grâce au progrès en archéologie, nous savons qu'au cours de certaines périodes très lointaines, la Terre a subi des grands cataclysmes naturels engendrant la destruction de pays entiers et changeant son aspect. C'est au XXe siècle que la théorie de la tectonique des plaques a été avancée. Ce modèle scientifique explique la dynamique globale de l'enveloppe de la surface de la Terre. Il y a 600 millions d'années, un supercontinent nommé Rhodini s'est fragmenté en blocs qui se seraient ensuite déplacés sur plusieurs millions d'années pour finir par se rejoindre et ainsi former les continents actuels. D'après les scientifiques, il y aurait eu 5 destructions de toute forme de vie durant les 4 derniers milliards d'années. La dernière de ces destructions a eu lieu il y a 65 millions d'années,
probablement due à la célèbre chute d'un astéroïde dans la province du Yucatan, causant la disparition de nombreux dinosaures. Les tremblements de terre. Un tremblement de terre est un ensemble de vibrations de la surface de la Terre qui provient de la fracturation des roches en profondeur. Non. Comme les volcans, les séismes sont des phénomènes liés à l'activité interne de la Terre. Les deux phénomènes sont d'ailleurs liés. Non. Tous les ans, notre planète est touchée par 50 000 tremblements de terre, bien que seulement 1% d'entre eux ne représentent un réel danger. Les conséquences lorsqu'ils atteignent les zones habitées sont colossales. La région du détroit de Gibraltar est soumise à une forte activité sismique. Pour preuve, en 1755, après la secousse sismique qui secoua Lisbonne, sa population vit soudain l'océan se retirer pour revenir 40 minutes plus tard, tel un immense mur d'eau balayant tout sur son passage. Cette catastrophe a causé près de 100 000 victimes. Ce qui est arrivé ce jour-là fait écho au récit de Solon pour la destruction de l'Atlantide. Les éruptions volcaniques. Autrefois, la destruction liée à une éruption volcanique était liée, dans l'esprit des hommes, au surnaturel et à l'extraordinaire. On parle d'éruption volcanique lorsque de la lave et des gaz sont libérés d'un volcan, souvent de manière explosive. Les volcans se situent le plus fréquemment là où les plaques tectoniques se rejoignent ou s'éloignent. Ce phénomène géologique a provoqué depuis la fin du XVIIIe siècle 250 000 morts, dont 70% en seulement 4 éruptions. L'éruption volcanique qui a le plus marqué les esprits est celle de Pompéi, cité antique italienne intégralement détruite suite à l'éruption du Vésuve en 79 après notre ère. Une preuve bien réelle de la puissance destructrice de la nature. Les comètes. Depuis toujours, les hommes considèrent le ciel comme le domaine des dieux qui manifesteraient leur humeur par des phénomènes atmosphériques. Ainsi, les effets naturels célestes étaient perçus comme la colère des dieux. Les comètes sont des astres possédant un noyau brillant et une traînée gazeuse. Elles étaient interprétées comme un signe prémonitoire de futurs cataclysmes. Dans le passé, les scientifiques ne disposaient pas des techniques modernes d'astronomie qui permettent aujourd'hui de définir la masse de la comète, sa trajectoire ou encore sa morphologie. Au cours des 2200 dernières années, plus de 800 comètes ont visité le système solaire sans provoquer aucun dégât. Cependant, en juillet 1994, une comète désintégrée s'est écrasée en plus de 20 fragments sur Jupiter. Chacun mesurant 1,5 km de diamètre et voyageant à une vitesse de 3000 km/h. Les conséquences d'un éventuel contact avec la Terre auraient été catastrophiques. Les scientifiques ne sont pas convaincus que la chute de l'Atlantide soit liée à la chute de corps célestes. Mais certains atlantologues restent persuadés que la Terre aurait été frappée par une comète engendrant un inversement des pôles, un déluge universel et par là même la destruction de l'Atlantide. Les météorites. Les météorites sont des fragments de corps célestes atteignant la croûte terrestre. Elles demeurent légèrement plus envisageables pour la communauté scientifique. En effet, il y a 5000 ans environ, une grosse météorite de 200 mètres de diamètre et se déplaçant à une vitesse d'environ 30 km par seconde serait tombée sur la Terre provoquant des tremblements de terre et une vague haute de dizaines de mètres en détruisant tout sur son passage. Des tonnes de détritus furent soulevées sur des centaines de mètres de hauteur, empêchant ainsi le passage de la lumière. Sans soleil, la température descendit et la Terre devint infertile. Un tel événement aurait théoriquement pu survenir dans l'Atlantide. Mais sans traces archéologiques et géologiques, il demeure impossible de le confirmer.
Dans le Timée, Platon nous dévoile une information significative concernant la situation géographique de l'Atlantique. Car, en ce temps-là, on pouvait traverser cette mer. Elle avait une île, devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Héraclès. Ces fameuses colonnes, autrement connues sous leur nom latin colonnes d'Hercule, représentent symboliquement les deux montagnes qui bordent le détroit de Gibraltar. C'est Diodoré de Sicile, un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui alimente une légende selon laquelle Hercule aurait utilisé sa force pour se fendre un passage dans la montagne autrefois appelée Atlas. C'est ainsi qu'il crée le détroit de Gibraltar et relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Situé au sud de l'Espagne et au nord du Maroc, le détroit de Gibraltar est le seul passage maritime qui relie la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Sa largeur oscille entre 14 km au niveau de Tarifa et Punta Sires et 60 km depuis le cap Trafalgar jusqu'au cap Spartel. Le détroit atteint une profondeur de 1000 mètres. L'existence du détroit de Gibraltar est directement liée à la tectonique des plaques qui construit le paysage de la Terre depuis ses origines. À la surface, l'eau de l'océan moins salée sera plus légère et aura tendance à venir s'engouffrer en Méditerranée, tandis que l'eau de mer, plus dense, provoquera dans les fonds un courant en sens inverse. Ce courant de fond était utilisé pendant la Première Guerre mondiale par les sous-mariniers allemands afin de se laisser porter, moteur éteint, sans se faire remarquer des autorités anglaises postées à Gibraltar. Jacques Collina-Girard, un géologue et préhistorien français, maître de conférences à l'Université d'Aix-en-Provence, a longuement travaillé afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle l'Atlantide se situait bien là où Platon le disait, en face des colonnes d'Hercule. En effet, alors qu'il réalisait une exploration géologique au Maroc, sans aucun rapport avec l'Atlantide, il découvrit à la sortie du détroit un haut fond culminant à moins 55 mètres. Il s'exclama avec un air légèrement provocateur « Mais c'est l'Atlantide !» Ce fut le début d'un long travail abordé sous différentes disciplines telles que la géologie, l'ethnologie, la psychologie ou encore la paléoclimatologie. Jacques Collina-Girard a basé ses recherches sur le niveau moyen des mers vers la fin de l'ère glaciaire. Les données récoltées sur les barrières de corail prouvent que les côtes de la pointe la plus au sud de l'Espagne et de la région de Gibraltar se trouvaient 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui il y a 19 ans. Par conséquent, à l'époque, il y avait un archipel au milieu du détroit et il est désormais submergé. Le scientifique insiste sur le fait que bien que des archéologues aient parcouru le monde entier en quête de l'Atlantide, aucun n'a réellement pris le temps d'établir des recherches à l'endroit même où Platon l'a situé, face aux colonnes d'Hercule. Par rapport à la découverte de l'archéologue, certains faits évoqués par Platon dans ses dialogues ne coïncident pas. Même si une île a bien été présente à cet endroit, elle aurait cependant été plus petite que ce qu'en disait Platon. Ce dernier affirmait que l'Atlantide était bien plus grande que la Libye et l'Asie réunies, alors que l'île découverte par Jacques Collina-Girard mesure 14 km sur 5 km. Par contre, au niveau des données géographiques, les éléments concordent, l'emplacement, la date d'engloutissement, les causes de la catastrophe. Confirmé par des sédiments carottés, il y aurait bel et bien eu des tremblements de terre majeurs il y a 12 000 ans. Athanasius Kircher, un prêtre jésuite allemand, est un des savants les plus importants de l'époque baroque et l'un des premiers à représenter ce qu'aurait pu être la cité submergée de l'Atlantide. À travers l'écriture d'ouvrages, il traite de géologie et de spéléologie en tentant d'analyser les phénomènes volcaniques et de séisme. Il analyse les phénomènes d'érosion, d'immersion et d'émersion et est persuadé que la Terre détient des cavités et des volcans souterrains.
Il propose à partir de toutes ces données une carte de la Terre des anciens temps dans laquelle il représente l'Atlantide. Son tracé trop aléatoire et ne reposant sur aucune donnée scientifique sera laissé de côté pendant quelques décennies. Bory de Saint-Vincent, biologiste et géographe, s'inspirera de l'hypothèse de Kircher en 1803 pour illustrer sa théorie et dresser une nouvelle carte dans laquelle l'Atlantide serait située à l'ouest de l'Afrique. D'après lui, les Açores, Madère et les Canaries constitueraient les vestiges de l'île mythique. À la fin du XIXe siècle, une exploration des hauts fonds près des Açores témoigne de l'existence d'une chaîne montagneuse sous-marine comme une zone de fracture dans l'écorce terrestre qui peut renfermer de nombreux volcans. Santorin est une île grecque située en mer Égée. Également nommée Terra, c'est l'île la plus grande d'un petit archipel volcanique composé de 4 autres îles, l'archipel de Santorin. Situé à environ 110 km au nord de la Crète, Santorin est l'une des îles les plus spectaculaires du monde de par sa beauté naturelle et constitue l'un des principaux lieux touristiques de la Grèce. Son premier nom aurait été Callisti, signifiant la terre. Elle aurait ensuite été renommée Terra en l'honneur du colonisateur dorien Terras. Son extrême vulnérabilité fait également parler d'elle puisqu'elle fait partie des 16 décades volcanoïdes, volcans de la décennie, désignés dans le cadre de la décennie internationale par la prévention des catastrophes naturelles de l'ONU. En effet, l'île est située sur l'arc volcanique qui s'étend de l'ouest de la péninsule ibérique jusqu'au Caucase. Cet arc de feu résulte de l'affrontement des plaques tectoniques, mais plus précisément du glissement de la plaque africaine sous la plaque eurasienne. La géologie de Santorin est par conséquent très complexe. Depuis 400 000 ans, l'archipel de Santorin a subi une douzaine d'éruptions majeures et de considérables éruptions mineures. Les volcans se manifestent de temps en temps, rappelant ainsi aux hommes que la nature est le seul maître de cette île. La dernière éruption date de 1956. Un séisme engendra une cinquantaine de victimes et détruisit plus de 2000 habitations. Mais cela reste inégalable à l'éruption cataclysmique qui se produisit entre 1650 et 1100 avant Jésus-Christ. Fondée en 2000 avant Jésus-Christ, la ville d'Akrotiri était un site prospère avec une forte influence minoenne. Elle fut ensevelie sous une épaisse couche de cendres en 1600 avant Jésus-Christ, lors de l'éruption volcanique. Depuis 1967, des fouilles permettent de mettre à jour les vestiges d'un ensemble très avancé mettant en évidence des édifices, des places et des grandes villas souvent construites sur plusieurs étages et ornées de peintures murales remarquables. Les habitations étaient reliées à un système d'évacuation des eaux usées et alimentées en eau chaude et en eau froide. Les objets retrouvés lors des fouilles témoignent des liens commerciaux avec des pays tels que l'Égypte, la Libye ou encore la Syrie. Le plus surprenant est qu'aucun corps humain n'a été retrouvé dans les ruines. Les scientifiques supposent qu'une éruption mineure se serait produite avant le cataclysme mettant les habitants en alerte. Ainsi, la population aurait pu évacuer avant la deuxième éruption qui fut dévastatrice et qui survint 2 mois plus tard. L'éruption se produisit sur une petite île située au centre, à proximité de l'actuelle Nea Kamui. Les géologues estiment que cette éruption fut l'une des plus violentes de ces 5000 dernières années, plongeant la région dans la pénombre dans un rayon de 600 km durant 2 jours entiers. L'Atlantide aurait-elle été plongée dans l'obscurité durant 7 jours? L'explosion de Santorin produisit une colonne d'éjecta de 40 km de haut
les débris se répandirent au milieu des mers Égée et Méditerranée. L'eau de mer qui s'engouffra dans le cratère se transforma en vapeur. Le volume des éjectats a été estimé à 65 km3. À la suite de l'éruption s'ensuivit un immense tsunami. Après un retrait des eaux loin des côtes, une vague gigantesque de plus de 100 mètres de haut balaya les îles voisines à une vitesse de 160 km/h. La plus grande des vagues qui s'abattit sur la crête rasa les villes de Malia, Zakros et Phaistos, détruisant l'essentiel de la civilisation minoenne. Le centre de l'île fut étouffé sous la lave refroidie, rendant ainsi les terres stériles pendant plusieurs dizaines d'années. Des tremblements de terre touchèrent aussi la crête. À la suite de cette catastrophe, l'archipel de Santorin demeura inhabité durant 500 ans. Tout d'abord, la riche capitale Akrotiri possédait une culture très avancée et était fondée d'un gouvernement indépendant et séculier. Les habitants de Santorin avaient acquis de nombreuses connaissances, riches de leurs échanges commerciaux. L'architecture et l'urbanisme étaient très sophistiqués et l'eau gérée de manière ingénieuse. On trouve le même type de roches blanches, noires et rouges à Santorin que ce qui est décrit sur l'Atlantide. La population pouvait paraître solidaire et organisée puisque hommes et animaux furent a priori sauvés en un temps très court. Les magnifiques fresques ornant les demeures traduisent un haut degré de civilisation, laissant présager qu'Akrotiri était le paradis terrestre de son époque. La géographie de l'île correspond à plusieurs des aspects décrits par Platon. Une structure concentrique avec un canal conduisant au port, une terre riche en eau, comme l'était Tira à l'époque. Enfin, la civilisation minoenne fut touchée à l'apogée de sa puissance et de son rayonnement. Malgré ces nombreuses similitudes, des éléments ne concordent pas avec l'histoire de l'Atlantide racontée par Platon. Tout d'abord, Akrotiri ne se trouve pas au-delà des colonnes d'Hercule. De plus, Santorin a plutôt la forme d'un cône volcanique que celle d'une vaste plaine, comme le suggéraient les dialogues platoniens. Enfin, la plus grande incohérence réside dans le rapport au temps. Les deux événements sont distants de plus de 8000 ans. La majorité des scientifiques s'accordent aujourd'hui à penser que les coïncidences entre les deux îles résident dans le fait que la catastrophe de Santorin a pu alimenter fortement la légende de l'Atlantide. Revenons un peu sur Edgar Cayce, le célèbre prophète dormant qui a pu rapporter des détails très précis de l'Atlantide grâce à ses séances d'hypnose et à sa supposée vie antérieure atlante. En plus du récit précis de la chute de l'Atlantide, le médium avait annoncé que des vestiges du continent disparu seraient retrouvés dans la région de Bimini, aux Bahamas, dans l'océan Atlantique, aux alentours des années 1968-1969. Cayce mourut en 1945, et c'est effectivement plus de 20 années plus tard que sa prophétie archéologique se réalisa. Précisément en 1968, furent découvertes parmi les bancs de sable des Bahamas des possibles constructions submergées et des élévations inexplicables de fonds marins. S'agit-il des restes de l'Atlantide ? Le débat ne fait pas l'unanimité. Même si les découvertes de ces restes sous-marins font penser à une ancienne cité engloutie, aucune preuve ne confirme des traces d'activité humaine. La théorie de Cayce a cependant été soutenue par la légende entourant le triangle des Bermudes. En effet, la zone tristement connue pour ses mystérieuses disparitions trouverait une explication à l'existence de ces fonds marins de l'île Atlantide. Les cristaux de feu des Atlantes continueraient à irradier du fond de l'océan, provoquant ainsi des anomalies touchant les instruments de navigation des avions et des navires dans le triangle des Bermudes. Aujourd'hui, l'Atlantide demeure une énigme non élucidée. Même si la science officielle n'est pas convaincue de son existence,
de nombreux savants et chercheurs œuvrent pour localiser ce continent submergé et comprendre enfin ce qu'a été l'Atlantide. Grâce aux avancées des technologies modernes, à la géologie, à la paléontologie ou encore à l'océanographie, les scientifiques sont en mesure de scruter précisément les fonds marins et de plus en plus de réponses affluent afin de pimenter concrètement l'histoire de la cité engloutie. Mais au-delà du simple fait de distinguer le mythe de la réalité, la vocation de l'Atlantide ne serait-elle pas de vulgariser les intentions moralisatrices de Platon ? À travers ces dialogues plus que détaillés, Platon semble vouloir proférer un message envers les Athéniens. En effet, le mythe de l'Atlantide oppose deux mondes différents. D'une part, l'Atlantide elle-même, une riche cité, intelligente et conquérante, face à Athènes, conservatrice, rurale et antédiluvienne. À l'époque où Platon écrit ces dialogues, la démocratie athénienne se trouve corrompue par la richesse. Dans cette opposition à deux visages, les dieux décident de prendre parti pour l'Athènes des origines, austère mais vertueuse, et de punir l'Atlantide séduisante mais orgueilleuse. Au final, importe peu les raisons de la catastrophe. C'est la soif de pouvoir et de richesse qui aura eu raison des Atlantes, telle une véritable punition, les menant à leur propre destruction. Le récit s'inscrit comme un message d'alerte destiné à une société qui s'oublie elle-même, qui oublie les lois de la nature et qui oublie surtout que l'homme n'est pas maître des éléments. Comme un avertissement afin de rappeler à l'humanité entière ce qui est arrivé il y a 12 millénaires. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. La nouvelle est tombée hier après des jours de suspense, après surtout un véritable cirque médiatico-politique. Elisabeth Borne, descendue au plus bas niveau d'estime dans les sondages d'opinion, est finalement partie de la gouvernance de la Macronie. Elle a été vivement contestée, notamment pour sa réforme des retraites. S'est vue dans l'obligation de présenter sa démission au profit d'un nouveau jeune Premier ministre, Gabriel Attal, 34 ans, ancien ministre de l'Éducation nationale depuis seulement quelques mois. Et c'est donc tout récemment ministre de l'Éducation qui lui succède à la tête de Matignon. Oui, des journalistes suivaient en procession notre ancien Premier ministre, notre ancienne Première ministre Elisabeth Borne en route vers Matignon pour la passation. C'était une sorte de sketch. Alors pendant ce temps-là, Gabriel Attal continuait lui d'endosser son rôle de ministre de l'Éducation. Il donnait une vision conférence au chef d'établissement tout juste une demi-heure avant sa nomination, comme si de rien n'était. Alors quelle est la stratégie gouvernementale derrière ce remaniement ? N'est-ce qu'un coup de communication de plus ou l'affolement compréhensible face à l'échec de la politique d'Elisabeth Borne ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec deux de nos chroniqueurs, Alexis Poulain et Nicolas Vidal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour cher Corentin, bonjour Alexis. Alors Alexis, vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne, et Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Alors je voulais revenir avec vous, Nicolas Vidal, sur le véritable bilan d'Elisabeth Borne. Quels sont ses échecs, les scandales du gouvernement Borne? Quels sont les points positifs? Parce que vous avez régulièrement étrillé son mode de gouvernement, Nicolas Vidal, sur cette radio et puis sur Putsch. Oui, vous avez raison Corentin. Elisabeth Borne, quand ses discours ou ses prises de position à l'Assemblée, du moins ça tenait de l'intelligence artificielle, c'est un peu le chat GPT d'Emmanuel Macron. Et puis qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir 22 ou 23 49.3. À quel moment a-t-elle été Premier ministre ? Jamais, puisqu'elle n'est que finalement le petit télégraphe d'Emmanuel Macron. Elle a quand même le charisme
du ministre sur une table de Noël. Donc à partir de ce moment-là, Elisabeth Borne, elle a été le bon petit soldat de Macron en employant la politique à la schlag. Je rappellerai ici la réforme des retraites, je rappellerai ici tout ce qui a été mis en place, la case du Code du travail qui a continué, la réforme de l'assurance chômage, on pourrait en passer énormément. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que aujourd'hui, Emmanuel Macron, et ils avaient bien commencé avec Sarko et Hollande, mais lui, Emmanuel Macron, concrètement, il gère, on l'a dit, on le dit en permanence, il gère la France comme une start-up. Le problème, c'est que c'est le banquier de mauvaises affaires. Et il a un conseiller clientèle qui est encore plus nul que lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris Elisabeth Borne. Donc Elisabeth Borne n'a jamais été Première ministre. Et concrètement, elle était là pour faire le sale boulot. Et voilà, et c'est comme ça. Et on va parler de Gabriel Attal parce que ça risque d'être tout à fait intéressant, la nomination de Gabriel Attal. Voilà justement, un peu pour ce préambule, mon cher Corentin. Eh ben, écoutez, on va en parler de Gabriel Attal. Mais Alexis Poulain, je voulais revenir sur Elisabeth Borne, 23-49-3. Elle a failli battre le record de Michel Rocard. Hein. Mais qu'avez-vous pensé d'Elisabeth Borne? Parce que vous aussi, vous l'avez étrié, Elisabeth Borne. Oui, de toute façon, Elisabeth Borne, ça fait partie de ces gens issus du Parti Socialiste qui ont vendu leur âme à Emmanuel Macron dès qu'il a lancé En Marche. Gabriel Attal en est un autre, et qui sont prêts à tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de colonne vertébrale pour dérouler un projet qui est celui de la Startup Nation, comme l'a dit Nicolas, c'est-à-dire du démantèlement de l'État français. Et de la nation française aussi. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un marché France au sein de l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils se la collent tout le temps, souveraineté européenne à côté de souveraineté nationale, ce qui n'a aucun sens. Mais c'est un projet. Ces gens-là sont d'accord. Elisabeth Borne a montré à la fin de son mandat quand même qu'elle n'était pas d'accord avec la loi immigration. C'est ce qui lui vaut son départ. Macron ne la supportait plus, selon certaines sources proches du gouvernement. Donc c'est une cour. Le problème de la Ve République avec les réformes successives et la faillite du corps politique français, c'est que ce n'est plus vraiment des hommes et des femmes d'État à qui nous avons affaire, mais c'est vraiment une courtisanerie dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un président, dans sa tête c'est un roi. Le suffrage universel, c'est un peu comme si Dieu l'avait mis sur un trône en réalité, alors que c'est pas du tout ça. Et autour de lui, il choisit des courtisans. Alors il y a ceux qui montent en cour, il y a ceux qui descendent. Et puis il y a aussi, je pense, derrière cette envie de virer les fâcheux, ceux qui avaient menacé de démissionner lors de la loi immigration, peut-être aussi préparer les européennes, parce que je rappelle que la liste Renaissance, la liste d'Emmanuel Macron, n'a toujours pas de tête de liste pour les européennes de juin. Donc peut-être qu'avec le remaniement, certains ministres vont se retrouver recasés sur la liste des européennes, ça ne m'étonnerait pas. Et puis sinon, c'est un coup de comme on en a connu beaucoup trop durant ces 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Et là, on peut penser c'est le coup de com' de trop. Et on peut penser que ça va continuer, notamment avec Gabriel Attal, qui est aussi un roi de la com. On va en parler tout de suite. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Puis on continue cette table ronde avec vous sur le remaniement. Alexis Poulain et Nicolas Vidal. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alexis Poulain et Nicolas Vidal, nous avons le bilan d'Elisabeth Borne qui n'est pas glorieux. Alors on va parler évidemment de Gabriel Attal. Nicolas Vidal, Gabriel Attal, donc il était ministre de l'Éducation pendant quelques mois. Il a plutôt un bilan positif, en tout cas médiatiquement, et même auprès de certains professeurs qui n'en pouvaient plus de Pape Ndiaye, qui était particulièrement beau, qui est particulièrement gauchisant, on va le dire. Vous, que pensez-vous de cette nomination de Gabriel Attal, tout juste 34 ans? Est-ce que vous pensez, comme Yvan Rioufol qui nous a dit hier, que c'était un apparatchik de la Macronie? Oui, c'est un apparatchik de la Macronie. En ce qui concerne son bilan d'éducation nationale, en fait, il a beaucoup parlé. Comme on dit chez moi, il a beaucoup cascaillé, Corentin. Donc, concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé des choses dans les classes, dans l'établissement? Je ne crois pas. Donc tout ça a été monté en mousse crème chantilly par nos médias de masse, pour pas dire autre chose. Et oui, alors un apparatchik de la Macronie, c'est une chose. Bien entendu, c'est un peu la poupée russe d'Emmanuel Macron. Mais il ne faut jamais oublier que Gabriel Attal également, 2 points, Gabriel Attal a été fait partie des Young Global Leaders. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c'est extrêmement important quand on voit, comme Alexis l'a très bien dit, qu'il y a une véritable volonté préméditée de détruire la France. Klaus Schwab lui-même avait dit que ces jeunes gens, filles, garçons qui sont nommés par session, par année, sont là pour infiltrer les gouvernements. Concrètement, donc la réalité de Gabriel Attal, c'est qu'il y a manifestement la volonté de continuer à avoir une technocratie, ou du moins c'est
une technocratie au sein même de l'État pour continuer à démanteler tranquillou l'histoire. Et autre chose, moi je suis quand même assez frappé, j'imagine qu'Alexis l'a regardé aussi, les revues de presse, qui sont absolument les mêmes entre l'ascension de Macron et l'ascension de Gabriel Attal. Alors les gars, arrêtez de copier-coller vos articles. Non mais franchement, soyez originaux, faites autre chose dans la vie. Oui, c'est Non, mais moi, je suis l'ascension parmi, non, mais- fulgurante, c'est ça, je crois. oui. Non, mais les mêmes mots, L'enfant les mêmes prodige, mots. l'ascension Attends, j'enlève fulgurante le- Non mais de c'est l'élève. incroyable. Qu'est-ce que tu fais, gros?